Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Et nous sommes en direct à nouveau sur la confrérie du rhum ce soir, comme ça avait été annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et je suis en compagnie tout d'abord de notre cher Laurent Cuvier et de notre cher Géry Gitani. Messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Bonsoir, ça va très bien. Et nous avons notre invité spécial ce soir dans cette émission, le grand, le très très grand Cyril Lawson. Ouais, bonsoir Cyril, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, bonsoir Géry, bonsoir Laurent. Salut. Bonsoir Ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission pour une fois. Je crois que c'est la première fois que tu participes en plus. Ouais, et je vais même préciser que c'est la première fois en col roulé. T'es pas dans les îles cette fois, c'est original. Si, mais j'ai voulu faire un petit style en fait. Voilà. Ah, c'était juste pour le style, voilà, c'est tout. Alors, je suis ici sur Paris. C'est-à-dire qu'au Gros Morne, il peut faire froid, quoi. C'est pas faux. Il est dans les îles de France. Voilà, ça c'était le jeu. Dans les îles de France. Oula, c'est beau. Qu'est-ce que Bien c'est beau. beau. Alors, on va très rapidement passer le micro, pardon, à notre cher Laurent Cuvier, parce que Laurent Cuvier, tu as quelques news pour nous. Laurent, on t'écoute. Mais oui, j'en ai même un peu plus que la dernière fois. Bien le bonsoir. Alors de manière tout à fait fortuite, on va commencer ces news par une cuvée un peu particulière à plus d'un titre. La nouvelle collaboration entre HSE et la confrérie du rhum pour le 10e anniversaire du groupe Facebook et les 70 ans de Géry, mais il ne faut pas le dire. Les fondateurs ont choisi un brut de fût 2007 qui aura vieilli dans des fûts à la chauffe un petit peu particulière, qui répond au doux nom de brume cuivrée. Et j'ai hâte évidemment d'en savoir un peu plus. Une seconde nouveauté d'ailleurs chez HSE, avec la nouvelle récolte, 2019 cette fois-ci, de la cuvée parcellaire Canne d'Or. La première avait eu beaucoup de succès. Pour avoir mis le nez dans la 2019, je lui prédis le même sort. Tamosi Rhum, Tamosi, dont j'avoue ne jamais avoir rien dégusté d'ailleurs, revient avec un Trinidad 2000, un Venezuela 2005, un Diamond 2008, un Blend Jamaïque-Guyane et un Enmore 91, un vieux truc. Si certains ont goûté, qu'ils n'hésitent pas à nous en parler, parce que ça va éclairer ma lanterne. Minoki, ensuite, est-ce que ça vous parle? Moi non plus. Il s'agit d'un rhum japonais à 40%. On sait juste qu'il a bénéficié d'une finition en fût de Mizunara et qu'il a été filtré sur des coraux japonais. Voilà, c'est tout. Des Banquero coraux japonais. Ouais, pourquoi pas, écoute. Banquero, est-ce que ça vous parle? Moi non plus. C'est un distillateur et éleveur suisse. Côté élevage, la marque sélectionne des jus de différentes origines d'environ 5 ans. Et pour les affiner ensuite, entre 18 mois et 2 ans en ex-fût de vin blanc liquoreux suisse. Bon. Et niveau distillation, ils ont pour l'instant un blanc et un élevé sous bois, la matière première étant de la mélasse qui vient de Cuba. Et vous me direz que Banque Héros pour un rhum suisse, c'est pas complètement idiot. Retour sur l'île aux fleurs avec un rhum non AOC cette fois de chez A1710, puisque la distillerie de l'habitation du Simon a sorti son premier rhum vieux il y a quelques semaines, répondant au nom de la Délivrande. Voilà. Comptez un petit 250 € pour vous le procurer si vous le trouvez. Et c'est tout pour cette semaine. Voilà, merci Laurent. Pas mal. Alors, je reste quand même scotché sur cette histoire de coraux japonais là. Voilà. Si quelqu'un a plus de détails, je suis preneur parce que là, ça me laisse un peu perplexe. Déjà, il me semblait que les coraux, fallait les laisser tranquilles, mais bon, après, pourquoi pas. Bref. Oh, je pense que ça doit être des coraux qui sont un peu décédés. Ah, tu sais, les coraux blancs qu'on trouve sur les plages. Ouais, mais décédés exprès pour la cuvée ou décédés les Japonais sont trop respectueux. Ouais, bon. En tout cas, bref, nous avons Cyril Lawson en direct avec nous dans cette émission du Singlecast aujourd'hui, et avec lui, nous allons parler des rhums HSE tout d'abord, bien évidemment, mais pas que.
parce qu'il y a quelques nouveautés qui viennent de sortir. Alors tout d'abord, en termes de nouveautés, il y a deux grosses nouveautés, il me semble, du moins deux grosses collaborations qui viennent de sortir sur le marché. Cyril, tu me corriges si je me trompe, à savoir un partenariat avec Christian de Montaguer et un autre avec la Confrérie du Rhum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ces deux cuvées? Alors, on va faire honneur à Christian peut-être pour commencer, si vous permettez. Donc ça a été quand même un long travail de collaboration. Laurent est en train d'œuvrer avec la maestria qui le caractérise évidemment, notamment pour ouvrir les bouteilles. Et donc on a depuis, pour être transparent, ça fait 2 ans. Effectivement, le Covid n'a pas aidé, mais ça fait 2 ans qu'on travaille avec Christian. Et qu'on prévoit aussi, je crois qu'il fête l'anniversaire de sa boutique également. C'est 15 ans, ouais, effectivement. Voilà, c'est 15 ans. Ce qui est pas rien parce qu'on peut quand même lui rendre hommage à ce titre-là. Il y a bien d'autres par ailleurs, mais vous vous souvenez, il y a 15 ans, puisque moi j'ai la chance d'être dans le métier du rhum depuis 10 ans avant ça, presque 27 ans cette année. Et il y a 15 ans, il n'y avait pas vraiment de boutique qui avait pris le pari du rhum. Et ça a été pour nous, et ça le reste d'ailleurs, une belle ambassade parce que c'était assez ambitieux de sa part. Il a permis vraiment au public français de découvrir une partie d'une production qui est une tête d'épingle dans la production mondiale du rhum, puisque je rappelle pour mémoire que le rhum agricole pèse à peine 2-3% de la production des rhums dans le monde. Et on peut dire qu'à date, c'est quand même l'apanage des îles françaises, au rang desquelles j'ai envie de citer la Martinique en premier plan, évidemment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et également nos amis et confrères guadeloupéens, ainsi que Marie-Galante, où on a vraiment cette spécificité de rhum agricole. Et Christian nous a réellement permis, depuis cette quinzaine d'années-là, de parler de nos produits, de les montrer, de les expliquer, parce qu'évidemment on a besoin pour un novice de rentrer dans cet univers du rhum agricole. Et j'ai envie de dire que je dirais de même également pour le boulot que vous avez fait sur la confrérie, parce que ça a vraiment permis de démocratiser notre produit, de l'expliquer, de le comprendre. Et donc c'était pour nous, je dirais au même titre que ce qu'on a fait avec la confrérie, une fierté de pouvoir travailler sur ces deux produits. Donc on a travaillé d'abord un rhum blanc. Alors vous me direz rien de bien foufou sur cette partie-là, mais l'idée c'était d'apporter quelque chose de nouveau. Donc on a fait avec la cuvée Christian de Montaguer rhum blanc, quelque chose qu'on n'a jamais fait, enfin que nous on faisait en interne un tout petit peu. Mais là l'idée c'était de prendre 3 millésimes différents. Avec trois profils différents. Un profil un peu plus herbacé, floral, herbacé, un autre un peu plus fruité, donc ça correspond à 3 millésimes différents en fait de rhum blanc, et un autre épicé. Et sur cette base, en fait, on a fait un travail d'assemblage avec une variation de pourcentage et une dégustation qu'on a proposée au fil de l'eau à Christian. Et l'idée était de faire du ping-pong et de faire étape par étape, de ne pas vouloir absolument trouver le jus d'un seul coup, mais de se laisser la progressivité dans la démarche. Donc on est parti sur une première dégustation, ça j'aime bien, ça je suis un peu moins fan, ça j'aime bien, mais j'aurais aimé le complexifier. Donc on a changé les assemblages sans réellement lui dire au départ en fait. Je me demande s'il a perçu ce qu'on faisait en back-office pour pas le troubler dans sa dégustation et vraiment le laisser aller à son ressenti. Et au fil on va dire, de la sélection et du travail donc d'assemblage, on est arrivé sur ce triple millésime en fait. Mais triple millésime, ça ne dit pas grand-chose. Ce qui était intéressant dans la démarche, en tout cas pour nous, au niveau des équipes de chez d'HSE, de pouvoir travailler sur cette sélection et d'apporter un angle de travail sur les rhums blancs qui, à mon sens, n'a pas été travaillé aujourd'hui et qui augure assez probablement d'une possible évolution dans le temps, ou pas d'ailleurs. Mais ce qui a été intéressant, c'est de faire l'exercice de style. Donc il est donné à 55 degrés. C'est vraiment un rhum de pure consommation. Et pour ceux qui l'ont goûté, je sais que c'est votre cas, Géry, Benoît et Laurent. Vous avez vu déjà le nez, l'élégance du nez est absolument à couper le souffle. Quand on a eu la chance de faire la masterclass dans la boutique de Christian,
il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, on n'a presque pas envie de le passer en bouche, on a envie de le sniffer encore. On a vraiment l'ensemble de la palette typique des rhums AOC Martinique, avec des marqueurs un peu moins épicés qu'on peut avoir sur certaines typologies de rhum blanc, qui laissent vraiment la part belle au côté floral à l'attaque. On a sur le milieu de l'attaque ensuite vraiment des notes fruitées, un peu d'ananas, un ananas poêlé avec un peu de poivre légèrement, du fruit de la passion. Et sur la finale, on a vraiment la longueur sur une jolie épice. C'est vraiment un superbe rhum qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler et qui nous a permis de lancer un peu le 15e anniversaire de la boutique. Et dans le même temps, en fait, on a travaillé sur des rhums vieux. Alors, attends, je vais juste revenir rapidement sur les rhums blancs. Est-ce que tu peux nous rappeler les 3 millésimes du coup qui composent ce rhum blanc, cet assemblage de rhum blanc? Il y a 19, 20 et 21. Et on est d'accord que du coup, c'était des millésimes qui ont quand même passé un temps en cuve avant d'être assemblés. Qui ont eu du brassage et qui sont, pour certains, des précurseurs de futures cuvées à sortir, probablement. Voilà. Alors, on avait, pour être totalement transparent, on avait déjà présélectionné ces cuvées pour être des possibles successeurs de la cuvée 2018, par exemple, et qui étaient en cours de brassage. Et ce qui nous a permis vraiment d'avoir cette approche. Mais c'est pas tant la dimension de millésime, je pense, qui est important. Les gars, arrêtez de dire millésime, vous allez vous faire taper sur les doigts par les gens de la OC. Merci Jerry, merci. Des années de récolte. C'est du blanc, voilà. Des années de récolte. Exactement. Là, on parle d'années de récolte, effectivement. La notion de millésime dans la OC, tu as tout à fait raison, Jerry, elle ne s'entend que pour du rhum vieux. Donc, excusez ce petit raccourci, mais on a Maître Capello qui est là pour nous rappeler à son bon souvenir. Non, il est à 8000 km, là, mais nous écoute. Donc au-delà de la notion de date de récolte, l'input, ça a vraiment été le profil du rhum. Et c'est vrai qu'on a très peu l'occasion de travailler comme ça, parce qu'en fait, pour être totalement transparent, on a notre production annuelle qu'on va stocker dans des cuves en inox, que vous avez tous vu dans les différentes distilleries. Et en fonction des sélections, des préemptions, on va je dirais, ou les assembler ou les donner dans nos rhums blancs classiques, qui sont des rhums qui sont moins travaillés que ce qu'on peut trouver effectivement dans le réseau caviste. Et on a très peu l'occasion, en fait, pour des problématiques de place, souvent, de sélectionner une petite cuvée ou une petite partie, de la laisser comme on fait sur les cuvées, parce qu'on a cette stratégie et on a mis en place ces produits depuis l'année 2000, donc c'est effectivement sur HSE, ça date de plus de 20 ans maintenant, et c'est parce que on a pris cette habitude-là et qu'on a la cuverie qui va avec, qu'on a pu réaliser ce genre de produit. Alors, on remarque quand même que ce genre de produit, les rhums blancs brassés pendant un certain nombre de temps en cuve inox, etc. De mémoire, j'ai l'impression que vous avez été un peu précurseur de ce truc-là. Alors Benoît, je me permets de te couper. C'est le un peu qui me gêne. Non pas qu'on veut s'attribuer complètement précurseur, qu'on veut s'attribuer quoi que ce soit, mais toi qui es dans la bibliothèque du rhum, je te propose de regarder avant 2000. Pour mémoire d'ailleurs, on l'avait sorti, cuvée, tu te souviens, la première fois en Martinique en 2002, après 2 ans de brassage. Et à l'époque, on l'avait sorti sur l'Hexagone en 2004. Et les gens le trouvaient extraordinaire, mais finalement, ils ne comprenaient pas tant l'idée du brassage. Et en fait, il y a eu une espèce de revival, je ne sais pas si tu te souviens de ça, où, de façon un peu inexpliquée, en fait, il y a eu quelques cartons qui sont revenus d'un marché italien via un ami qu'on a en commun et qui me semble qui était sur la Jonqueria ou près de la frontière espagnole, qui est un passionné de rhum et qu'on salue aussi, s'il nous écoute, et qui a récupéré ces bouteilles. Et à ce moment-là, je pense qu'on était tous, enfin, en tout cas les consommateurs, étaient plus à même de rentrer dans la dynamique du travail du produit. Et il y a eu un rebond absolument incroyable. Et on a redécouvert, quelques 7 ou 8 ans plus tard, finalement, cette cuvée 2000. Et voilà. Et donc, c'est un peu une hérésie économique, quand même, le brassage et la réduction. Mais pour mémoire, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire.
En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Simplement parce que on avait à l'époque avec Henri Marceline, dont je salue la mémoire, qui était avec moi à HSE au tout départ, évidemment, avec José et Florette. On avait flashé sur cette cuve. Lui et moi étions et sommes toujours amateurs de bons petits punch. Et on avait l'habitude de se prendre une demi-bouteille si tu veux, de rhum blanc le vendredi pour se faire nos petits punch et puis goûter les cuves comme ça et s'en parler le lundi, quoi. Et à Une l'époque, bouteille par personne, une demi-bouteille par personne, ouais, on est d'accord. bien entendu. Ok. Pour un week-end, écoute, C'est un minimum. ça me paraît un minimum. Ouais. Et on avait vraiment flashé sur cette cuve et on l'avait un peu laissé trader en se disant, bon, on va voir. Et en fait, cette idée de brassage et de réduction lente est venue d'une des premières personnes en fait, que j'ai rencontrées quand je suis arrivé à HSE, qui était un ancien de l'habitation Saint-Étienne. Et quand je dis ancien, quand je suis arrivé, je suis arrivé en 96 à peu près de mémoire, il était déjà à la retraite, possiblement, il avait 63 ans. Et il avait commencé à travailler à la distillerie Saint-Étienne à l'âge de 13 ans. À l'époque, évidemment, on était un peu moins regardant sur les âges. Là, aujourd'hui, c'est impossible, hein, clairement. Et il m'avait précisé que les anciens savaient quand est-ce qu'on passait. Salut Olivier. Salut Cyril, salut tout le monde. Excusez mon retard. Et donc, il m'avait expliqué que quand on changeait de récolte, c'est-à-dire qu'on met en bouteille durant l'année ce qu'on a récolté pendant la campagne. D'accord? Il y a bien un moment où on n'a plus de stock de l'année dernière. Ça arrive en général en février, mars ou avril. Et on passe sur le rhum de la nouvelle récolte. Nous, on dit le rhum frais, quoi. Ces anciens remarquaient quand on passait sur le rhum de la nouvelle récolte. Ils disaient, il est frais, essaye de me trouver des bouteilles de l'ancienne récolte, parce qu'ils avaient déjà, voilà, c'est un peu une habitude, presque une religion, le rhum en Martinique, et ils savaient très bien que le rhum qui avait passé du temps en cuve était plus rond, plus aromatique, les arômes se détachaient plus. Alors ils ne le disaient pas comme ça, mais ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'était ça. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est la logique qui consiste à dire c'était bien mieux avant, comme on a souvent quand on vieillit, en se disant, bon, on se souvient des vieilles chansons, de la nostalgie, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est perceptible? Donc on a commencé le brassage et on le dégustait tous les 4-5 mois à l'aveugle, avec le jus qui avait été prélevé avant le brassage, pendant le continuum du brassage, et à chaque fois qu'on percevait la différence sur une analyse sensorielle triangulaire, qui est assez parlante, c'est-à-dire en général, tu as 2 fois le même produit et 1 fois un produit différent. Tu as des échantillons qui sont abaissés, et quand tu sais dire celui-là il est différent et voilà quelle différence, si tu as un échantillon représentatif, tu peux considérer qu'il y a vraiment un apport organoleptique de ce traitement de maturation des rhums blancs. Je vous rappelle pour mémoire que c'est d'ailleurs utilisé dans beaucoup d'eau-de-vie, des eaux-de-vie de prune, notamment, où on le fait en jarre cette fois-ci, mais on peut considérer qu'il y a cette maturation de rhum blanc, et on a trouvé ça assez intéressant. Et on a mis honnêtement une quinzaine d'années à trouver notre rythme de croisière, parce qu'il fallait que ça soit compris, perçu par le client final, et qu'il y ait une vraie appétence pour ce produit, et que ça ne soit pas juste un exercice de style pour nous faire plaisir. Et donc ça remonte aux années 2000, et donc on a vraiment été, je pense, sur cette partie-là, totalement précurseur sur l'approche des rhums blancs, en fait. Alors je reprends mon propos de base, vous avez été précurseur à ce niveau, voilà. Alors qu'aujourd'hui, on voit que ça se démocratise de plus en plus, par contre, cette pratique. Est-ce que, de cette manière, volontairement ou involontairement, vous n'avez pas, selon toi, redéfini peut-être les standards du rhum blanc en Martinique ou même aux Antilles de manière générale, le rhum blanc agricole? Non, je dirais que là, c'est un peu tirer le bouchon voilà, un peu loin. Il est probable que certains confrères aient perçu, évidemment, le bienfait de ce genre de pratique. C'est évident. Maintenant, moi, je suis assez content d'être rejoint par certains confrères dessus, parce que ça amène aussi une frange assez particulière, qui sont les grands rhums de dégustation. Et beaucoup d'amateurs de rhum blanc, d'ailleurs, les boivent souvent pas anti-punch. Ils les boivent vraiment comme on peut boire un rhum vieux, et je trouve ça assez intéressant. Ça reste vraiment je dirais un segment ultra fin, mais c'est très important parce que ça nous permet tout le temps d'évoluer, et c'est des pratiques qu'on peut après, comme au même titre que la Formule 1 et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ça peut après nous faire évoluer sur les pratiques. D'ailleurs, nous on l'a fait sur les rhums vieux,
C'est-à-dire que historiquement, on mettait 3-4 mois pour le brassage et la réduction de rhum vieux. Il y a certains rhum vieux qu'on laisse poser facilement 1 an et demi avant les mises en bouteille, parce que ça permet, pareil, cette oxygénation. Donc, c'est des phénomènes d'oxydoréduction et qui permettent d'affiner les profils, d'enlever le brûlant aussi. Le brûlant du rhum, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une évaporation naturelle par ce brassage permet l'évaporation des alcools qui sont les plus volatiles. Et donc, par conséquent, ces alcools les plus volatiles, on sait que c'est ceux qui ont des attaques les plus brûlantes et les plus franches quand on les a. Donc, quand on a ce genre de traitement, c'est un vrai coût additionnel, il ne faut pas se leurrer parce qu'on immobilise une cuve. Et c'est un peu le Tetris, c'est-à-dire qu'on n'a pas des entrepôts qui sont extensibles et il faut vraiment réfléchir à l'affectation de cuves, dimensionner la taille des cuves, petite, moyenne ou grand, et pouvoir permettre ce temps de pause sur les différents produits. Donc je pense que c'est plutôt un bienfait, et si ça peut amener les grands amateurs de rhum blanc à avoir des profils qui sont, je dirais, détachés et fins, pour moi ça sert le propos, par exemple, d'un rhum parcellaire, d'un rhum blanc sélectionné, d'un millésime de rhum blanc, enfin d'une cuvée de rhum blanc qui a été sélectionnée pour son goût, parce que ça ne change pas, je dirais, la nature aromatique du rhum, mais ça change son profil et ses modalités d'expression. Ok. Bon, sans quand même vouloir lancer des fleurs à HSE, c'est depuis l'expérience HSE qu'on s'est aperçu que les autres rhummiers, marques de rhum, ont premiumisé le rhum blanc et effectivement, on pratiquait des temps de repos beaucoup plus longs. On l'a constaté quand même. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors, en plus de cette... Je trouve que c'est plutôt bien. C'est aussi le jeu de la concurrence. Maintenant, honnêtement... mais qui pousse à l'excellence, quelque part. Voilà, exactement. Ça a permis de premiumiser le blanc. Ça hausse le niveau entre concurrence, qui est très bien, finalement. Oui, on l'a vu d'ailleurs, ça permet des expressions aussi différentes. On a vu des monovariétaux, on a vu des parcelles, on a vu des croisements entre les deux, on a vu je dirais des doubles variétaux. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que ça amène aussi une réflexion sur le produit et la connaissance de ce qui fait notre ADN sur les rhums français agricoles, et notamment en Martinique, sur l'AOC, et cette recherche qui s'est passée finalement en amont de ça c'est la tête de l'iceberg, mais il y a quand même une recherche qui a été faite par l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les planteurs de canne, les distillateurs, sur les variétés les plus adaptées à notre terroir Martinique. Et du coup, tout ça aujourd'hui, ces expressions sont possibles grâce à ce travail de fond et c'est à cette logique, je dirais, de cahier des charges restrictifs qui vont vers la qualité. Et donc, je dirais que c'est une logique et une tendance de fond, quoi. Alors, une question non pas adressée aux professionnels, mais plus à l'amateur de rhum et de spiritueux que tu es. En dehors des rhums HSE, y a-t-il un rhum blanc qui t'a marqué peut-être récemment? Il y en a plein. Moi, je suis assez fan des spiritueux, comme tu le sais, rhum évidemment, mais j'ai beaucoup de tendresse aussi pour l'Armagnac, ça c'est dû à mon métissage. Et dans les rhums blancs, il y a pas mal de rhum blanc de Martinique dont je suis assez fan. J'aime beaucoup ce que fait Grégory et Madame Vernant sur des sons. Parce que on parlait de premiumisation et de travail, il faudrait aussi parler d'eux, parce que je trouve qu'ils font un travail absolument extraordinaire, et c'est pas pour leur lancer des fleurs, ils connaissent l'affection que j'ai pour eux, pour leurs produits, et je trouve que c'est un étendard absolument fabuleux. Mais je vais peut-être te décevoir, mais il y a pas mal j'ai beaucoup aimé le 355 Café Trois-Rivières, par exemple. Alors, tu ne me déçois absolument pas, je rejoins ton propos pour le coup. Il est très bon. Avec Laurent, c'est un de nos préférés. Tu ne déçois personne, là, je pense. Chez JM, ils font aussi de très belles choses et on sent un joli renouveau. Je ne peux pas ne pas parler de Franck également sur Dormois et sur La Favorite qui font un superbe boulot. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de marques martiniquaises qui ont affiné le propos, notamment sur les rhums blancs et sur les rhums vieux. Et je vous propose de regarder les échanges qu'on avait il y a 15 ans sur certains forums de rhum ou sur certaines discussions et de regarder l'offre qu'on a aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon, c'est absolument faramineux.
L'offre s'est affinée, le propos s'est précisé, il y a eu des partis pris de production. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ça va dans le sens de la différenciation qu'on a choisi d'avoir en prenant le parti pris du rhum agricole, pur jus de canne. Et je dirais que notre existence presque à long terme, notamment sur les marchés internationaux, passe par ce raffinement, cette envie de tout le temps aller un peu plus loin dans la démarche et si vous voulez, de continuer le boulot qui a été fait sur l'AOC. Donc là, j'ai parlé de la Martinique. J'ai dégusté de très belles choses aussi sur des rhums tahitiens qui m'ont surpris et que j'ai trouvé très agréables. Et je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Je pense que d'ici une dizaine d'années, même déjà, ils sont très agréables, mais ils sont vraiment en progrès constant. En Guadeloupe, il y a aussi de très beaux jus, notamment en blanc. François Longto, par exemple, et toutes ses équipes font du très bon boulot. Donc moi, je suis assez fan facilement. Quand c'est bon, j'ai aucun problème à le dire. Voilà.